11 décembre 2022, le Burkina célèbre son 62e anniversaire de l'indépendance. Une célébration qui s'est effectuée dans la sobriété compte tenu du contexte national marqué par la reconquête du territoire occupé par les groupes armés terroristes. Elle est aussi placée sous le sceau de l'affirmation de la souveraineté du pays. Nous parlons Independence Day et bien d'autres sujets avec deux invités présents sur ce plateau. Je vais vous présenter Michel Béré. Il est le président du Rassemblement pour le développement national RDN. Bonsoir. Bonsoir. Nous disons également bonsoir à Thomas Bagamzare, ancien maire de Kindi, et qui est également le Razang Naba Belemwende de Boudry. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue donc, chers invités. Avec vous, nous allons parler de l'indépendance du Burkina, mais également de beaucoup d'autres sujets. Pour commencer, la question elle est pour Michel Béré. Si je vous demandais comment se porte le Burkina en 62 ans d'existence, que diriez-vous? C'est une question qui est quand même assez délicate parce que en 62 ans, beaucoup de choses se sont passées. Mais il faut reconnaître que ces dernières années, ça s'est aggravé par une insécurité notoire qui affecte vraiment la stabilité en fait, du pays. Et c'est ce que nous vivons de nos jours. Et je voulais justement profiter de l'occasion pour m'incliner devant les victimes et nos forces de défense et les volontaires. Ok. Alors, moi, si je veux revenir à votre question par rapport à la situation du Burkina en 62 ans, et moi, j'allais parler de ça sur le plan politique, social, économique et sécuritaire. Hein, parce que sur le plan politique, il faut savoir qu'il y a eu l'émergence de beaucoup de partis politiques et OSC. Et à cela s'ajoute aussi l'immersion de la jeunesse dans l'arène politique. Et aussi, il y a les partis dites majoritaires qui ont une majorité, j'allais dire majorité dans le sens de l'Assemblée aux militants, folklorique. Parce que si on remarque avec le coup d'État tout dernièrement, bon, on a vu que dans beaucoup de partis, de grands partis politiques, il y a eu des démissions et beaucoup ont jeté les éponges. Tout simplement, bon, ils n'étaient pas convaincus d'une vision ou, j'allais dire, de la doctrine que porte le parti, en fait, mais ils étaient là pour autre chose. Voilà. Et il y a aussi la persistance en gangrène de la malgouvernance, en fait. Et ça se traduit essentiellement avec l'ascendance du taux de corruption. Voilà, il suivait tout à l'heure l'émission sur la RENLA qui donnait un certain taux de classement. Et ça, c'était sur le plan politique. Et sur le plan économique, nous avons une hausse de taux de chômage et de l'emploi. Le taux de chômage, on parle d'emploi et de pauvreté, en fait, j'allais dire. Et il y a aussi la flambée progressive des prix de denrées alimentaires et hydrocarbures. Mais aussi, il y a le logement, le coût de logement qui n'est pas à la portée surtout de la classe moyenne. Et ça, c'est un problème depuis... on ne devrait pas être à ce niveau-là, parce que tout cela est dû à la malgouvernance et l'apparition aussi de nouvelles taxes, comme l'UTS et aussi au niveau de la CCVA récemment, sur les plaques d'immatriculation. Alors, ça c'était sur le plan économique. Et sur le plan social, rapidement, bon, nous parlerons de la démographie galopante, avec une recrudescence des conflits fonciers.
Et il y a aussi l'effritement progressif de la classe sociale, qu'il ne faut pas oublier. Et c'est ça d'ailleurs qui a favorisé aussi, j'allais dire, ce coup d'État. L'ascension de l'incivisme. Voilà. Et sur le plan maintenant sécuritaire, et qui est le principal point de ce volet-là, comme je le disais tantôt, nous constatons effectivement une détérioration de la stabilité relative à ces dernières années. Et cela est marqué avec l'avènement du terrorisme et qui a favorisé la disparition quasi totale du phénomène des coupeurs de route, effectivement. Mais ça allait être positif si ce n'était pas au détriment, en fait, du terrorisme. Donc, mais de malheureusement, manière résumée, tout va assez mal. Tout va assez mal. Tout va assez mal. Et comme l'a dit le président, tout est urgent. Mais l'urgence principale ici, c'est l'insécurité, en fait, du pays qu'il faut. Voilà. Et ça, il faut que les filles et fils du pays, on se donne main dans les mains pour résoudre ce problème, parce que ce problème, ce n'est pas un problème seulement des FDS. Nous allons y revenir. Alors, Thomas Bagamzaré, si vous étiez médecin, quel diagnostic vous donneriez aux patients Burkina Faso? Merci beaucoup. Une fois de plus, j'allais dire, en tout cas, bonne fête de l'indépendance, même si nous savons que c'est une indépendance enchaînée et que nous ne sommes pas suffisamment indépendants. Parce que, j'allais dire, en tout cas, de 1960 à nos jours, beaucoup d'eau ont coulé, en tout cas, sous les ponts. D'une part, il a relevé ici la question politique, la question économique et la question sociale. Et bien sûr, je crois que si on fait le point, en tout cas, le pays, à un certain moment donné, a quand même connu pas mal donc, de situations politiques. Vous savez très bien que avant les années 60, c'est-à-dire notre indépendance, notre pays avait déjà été balkanisé, avait été totalement, j'allais dire, séparé, mais qu'avec l'aide de j'allais dire en tout cas nos parents, nos grands-parents et tout ça, nous sommes, avec la chefferie traditionnelle, on a pu reconstituer en tout cas le Burkina Faso. Et aujourd'hui, nous constatons que, comme je dis toujours au niveau sur le plan politique, que nous avons perdu un certain nombre de valeurs. Il faut dire que dans le temps, il y a les politiques travaillaient beaucoup plus à effectivement avoir en tout cas un pays qui va être bien géré et tout cela. Mais il ne faut pas oublier également aussi, j'allais dire en tout cas le travail de l'impérialisme, celui qui ne veut pas que nous puissions finalement nous développer. Donc quand quelqu'un ne veut pas que tu te développes, on met toujours des graines de discorde qui arrivent donc à vous faire oublier l'essentiel pour toujours finalement abonder dans leur sens. Et nous avons été également aussi, à travers donc la question par exemple sociale, nous avons été éduqués un peu à cela en laissant tomber finalement nos valeurs. Et ça, je pense que ça c'est très important. Et les régimes se sont bien sûr succédés jusqu'à la Révolution où nous avons pensé que c'était la Révolution qui allait nous sortir de là. Là également aussi, on a, j'allais dire, on n'a pas su capitaliser ça, on n'a pas su se prémunir d'un certain nombre d'aléas qui a amené également aussi à basculer et nous sommes retombés finalement, j'allais dire en tout cas, dans une situation assez dangereuse. Parce que tout simplement, comme on le dit, même si on a des hommes politiques, le problème est que ceux qui essaient de gouverner sont toujours manipulés, vont toujours dans le sens de ceux qui prétendent finalement nous aider ou qui ont ces partenaires, donc j'allais dire, qui tentent toujours de nous faire miroiter à quelque chose de développement, alors qu'en réalité, c'est pour finalement leurs bons yeux.
Et maintenant, pour terminer en termes de social, bien entendu, à partir donc de constat que je peux faire, c'est que 62 ans, il y a eu en tout cas du chemin, il y a eu au moins 3 séquences, notamment les tout premiers moments. Ensuite, viennent finalement avec la démocratisation, sinon avec la révolution. Et par la suite encore, on est retombé encore dans la démocratie, dit-on. Mais voilà finalement la situation pour laquelle nous sommes en train de prendre véritablement, j'allais dire, on prend conscience que personne ne peut venir nous développer. Il faut que nous nous développons par nous-mêmes. On retourne donc aux valeurs endogènes. On a coutume de dire que chaque génération est face à un défi donné. Ceux qui ont reconstitué le Burkina, ils ont joué leur contribution. Actuellement, le défi, c'est celui du terrorisme. Alors, la question, elle est la suivante. Est-ce qu'on fait assez honneur justement à ces hommes qui ont fait le Burkina Faso d'hier et aujourd'hui? Mais comme je l'ai dit, si on veut moi, quand je veux le prendre, je le mettrai en 2 phases. La première est que vous avez parlé finalement de la reconstitution finalement du Burkina. Ça, c'était avec un certain personnage, des acteurs politiques donnés, notamment les chefs coutumiers et bien d'autres. Et ceux qui sont venus avec le pouvoir moderne, qui ont repris donc la relève, je crois que là également aussi, ils ne sont pas allés jusqu'au bout. C'est pourquoi justement à un certain moment donné, il y a eu cette rupture qui a coïncidé avec la révolution. Et puis avec la révolution, avec un changement, j'allais dire, de paradigme et de mentalité. Malheureusement, là également aussi, ça a été coupé court. Ce n'est pas arrivé finalement comme on l'a dit. Beaucoup de processus inachevés. Voilà. Mais quand on regarde à l'heure actuelle, effectivement, il y a, j'allais dire en tout cas, je suis un peu toujours sur ma faim. Mais on ne perd pas espoir. Parce que dans tous les cas, tout homme a une résilience incroyable. Et plus d'ailleurs, même vous le mettez dans des conditions difficiles, c'est en ce moment qu'il cesse finalement se retrouver finalement en lui-même et les ressources nécessaires pour rebondir et pour effectivement comment dire, s'en sortir dans une situation donnée. Maintenant, si souvent on nous miroite comme quoi, non, vous ne pouvez rien faire, vous n'avez rien, mais c'est ça qui est souvent dommage. Et aujourd'hui, quand je prends par exemple l'exemple, j'en discutais par exemple quand je venais à Koudougou aujourd'hui avec des amis, des frères, et on parlait toujours de revenir finalement à nos questions des valeurs ancestrales, de nos valeurs endogènes. Mais effectivement, quand tu regardes, parce que la plupart, et je suis sûr que vous aussi, vous allez certainement nous poser la question, parce que étant là en tant que responsable traditionnel, chef traditionnel, vous me poserez la question à savoir pour quelle est certainement notre contribution donc, à cela. Nous allons en revenir. D'accord. Donc voilà un peu ce que je peux dire finalement en tout cas à cette situation, et pour dire que la situation n'est pas très réalisante, mais moi je pense qu'il faut même passer par là pour que nous puissions davantage et de façon résolue à trouver finalement notre propre voie, j'allais dire en tout cas de développement pour notre pays. Alors, avant de passer à un autre sujet très rapidement, le président de la transition a eu à le dire, on est tous responsables de la situation actuelle du Burkina. Est-ce que vous estimez que c'est réel? Non, moi j'estime que c'est une vérité, Vous savez, à travers même son discours, il a tenu un langage de vérité sans embâche. Et il faut reconnaître quand même que il va falloir que nous fassions une rétrospection de nous-mêmes, essayer de voir qu'est-ce qui n'a pas marché et pourquoi ceux qui nous ont précédés, en fait, ils nous ont légué une certaine valeur. Et voilà qu'aujourd'hui, nous sommes en train de travailler de telle sorte à les perdre. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir récupérer ça? Et si on écoute bien le discours du président,
Et il a dit que nous ne sommes pas indépendants. On a effectivement les mains toujours liées d'une manière ou d'une autre. Et ça, c'est comme le Naba venait de dire, personne ne viendra nous libérer. Il faut que nous-mêmes, nous travaillons à cette libération. Et ça, il faut inclure, en fait, il y a volet armement, volet social et même volet mentalité de la population. Et ça, c'est surtout ça. Parce que l'insécurité est liée à ça aussi. Il faut, bon, je ne parlerai pas de sensibilisation, mais il faut que chacun, en fait, inculque dans sa tête que ce qui est en train de se passer, je suis à quelque part responsable de cette situation. Et qu'est-ce que je dois faire, en fait, pour pouvoir pallier à ce problème-là? Et c'est là d'où vient le problème. Alors, puisque vous évoquez le message du président de la transition dans le cadre de ce 11 décembre, je vous propose donc de révisionner une partie. On se retrouve juste après pour la suite des échanges. Peuple combattant du Burkina Faso, de l'intérieur et de la diaspora. 11 décembre 2022, cette date marque le 62e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso. Je n'irai pas vous faire un discours cette année parce que l'heure n'est pas à la fête. Notre indépendance n'est pas acquise parce que nos terres sont occupées. Notre économie est balbutiante et nos mains sont liées. Voilà pourquoi je tenais à m'adresser à vous à travers ce petit message dans ces moments précis. Il y a quelques semaines de cela, le destin du pays changeait le 30 septembre. Nous disions que nous sommes révoltés et aujourd'hui, date anniversaire de la fête de l'indépendance, nous sommes encore plus révoltés. Le combat pour l'indépendance totale a commencé il y a quelques semaines de cela. Et ce combat passe nécessairement par les armes, mais aussi par nos valeurs, nos comportements et le redressement de notre économie. La bataille contre l'ennemi qui occupe nos terres est en train de commencer. Cette bataille est à son préambule. C'est le lieu pour moi donc de féliciter les unités engagées pour les premières opérations terrestres et aériennes. Nous n'allons pas fêter parce que le combat qui est engagé doit contribuer à ce que notre indépendance soit totale. Sur ce, j'appelle tous les Burkinabés à un changement de comportement, à revoir nos valeurs, parce que cette bataille pour l'indépendance totale passe par la guerre que nous menons, par les armes, mais je le disais tantôt, par l'économie également. Cette bataille du côté économique passe forcément par la lutte contre la corruption. Cette lutte également est enclenchée. Notre lutte ne s'arrêtera que lorsque tous les enfants du Burkina Faso mangeront à leur faim et dormiront tranquillement dans leur pays. Nous sommes engagés pour cela et ce combat, nous allons le mener. Notre espoir est encore plus grand. Nous ne doutons aucunement de ce qui va se passer et de l'avenir de cette bataille. Restez confiants, restez soudés, restez mobilisés derrière les forces de défense et de sécurité, restez soudés et mobilisés derrière nos vaillants VDP et l'espoir est permis parce que nous ne lâcherons pas, nous irons jusqu'au bout de ce combat pour l'indépendance totale de notre patrie. Merci à vous, chers compatriotes, et je ne saurais terminer mes propos sans souhaiter prompt rétablissement à toutes les victimes, tous les blessés de cette barbarie et prier encore que les âmes des défunts reposent en paix. Merci, chers compatriotes. La patrie ou la mort, nous vaincrons.
Voici donc un extrait du message du président à l'occasion du 11 décembre 2022. Dans ce message, Ibrahim Traoré a appelé un changement de comportement et salue déjà le fait que le message commence à faire effet. Thomas Bagamzaré, le changement de comportement, une dynamique collective, n'est-ce pas? Oui, ça je crois que c'est très important, ce qu'il venait de dire. Parce que quand vous regardez un peu quand même notre société à l'heure actuelle, nous avons beaucoup de valeurs que nous avons perdues. Il faut se dire que si on fait un retour il y a 35 ans, c'est-à-dire au temps de la Révolution jusqu'à maintenant, même avant la Révolution, les comportements ont subitement, j'allais dire, changé. Mon frère Béré, président, tout de suite parlait donc de l'incivisme. C'est dû à quoi? C'est dû tout simplement à la mauvaise gouvernance. C'est dû à la corruption. C'est dû au fait que nous n'avons pas, j'allais dire, des leaders éclairés et qui sont des exemples. Et si nous n'avons pas des exemples, malheureusement, on ne peut pas donner un exemple. Et je crois que nous qui sommes un peu plus âgés, nous devrons nous réjouir qu'au moins des jeunes à l'heure actuelle ont pris conscience et on nous demande également encore de nous comporter mieux et surtout en responsable. Et ça, c'est justement ces pertes de valeur. C'est laisser aller. Quand vous prenez finalement la mauvaise gouvernance, un pays qui n'est pas vertueusement gouverné, forcément, il y a tous les tares. Et deuxièmement, la complaisance, c'est-à-dire le favoritisme. Il y a le laisser aller. On ne sanctionne pas. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Parce qu'un pays où on laisse tout le monde faire ce qu'on veut, et on ne sanctionne pas, ça ouvre la porte forcément j'allais dire en tout cas des comportements bizarres. Et vous regardez également aussi au niveau de la jeunesse, la consommation des alcools par la jeunesse. Quelle jeunesse nous voulons former pour demain? Est-ce que c'est la jeunesse qui devrait nous dire aujourd'hui, et voilà où il faut y aller? C'est nous qui devrons également aussi apporter, j'allais dire en tout cas laisser quelque chose de fondamental pour nos jeunes. Mais comme je l'ai dit aujourd'hui, en dehors quand je prends toute la classe politique, et à partir donc de 80 jusqu'à maintenant, en dehors finalement donc de Sankara, les jeunes aujourd'hui veulent ils n'ont qu'un seul repère aujourd'hui, c'est Sankara. Mais après ça, il y a eu des hommes politiques, il y a eu des personnalités au niveau donc du monde du céréal politique. Mais qu'est-ce qu'ils nous ont laissé? Donc c'est forcément important qu'il ait touché en disant il faut changer de comportement. Il faut changer de comportement, il faut changer de mentalité, il faut changer de paradigme, en gros. Et puis, comment dirais-je, le retour à nos valeurs, retour également aussi à nos, j'allais dire en tout cas, nos valeurs androgènes, sur lesquelles nous pouvons partir sur cette base cimentée pour reconstruire en tout cas notre avenir. Alors, très récemment, le gouvernement a proposé la mise en place d'un fonds de soutien à l'effort de guerre qui sera alimenté par plusieurs sources, notamment des contributions volontaires et même le prélèvement de 1% sur le salaire net des travailleurs du public et du privé et même ceux des institutions, notamment à l'ALT. Selon vous, est-ce que cela va de cette dynamique de changement de comportement, que chacun consente au sacrifice, se sacrifie justement pour l'essentiel? Non, moi j'allais dire effectivement que ça y va de soi. Parce que c'est comme on le dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Si nous, on n'est pas à mesure de faire ces sacrifices-là pour arriver à combattre ce fléau-là, comment est-ce que, quoi d'autre on pourra faire? Donc moi je pense que, et ça ce n'est qu'un début, hein, je pense qu'il faut faire mieux que ça. Mieux que ça, parce que, vous savez, la situation du Burkina est une situation où vraiment elle est délicate et trop de choses sont en train de s'interférer même entre nous Burkinabés, entre nous fils. Parce que le problème, justement, c'est à ce niveau. On ne se comprend pas. Et cette compréhension est due en fait
a beaucoup certains intérêts personnels et des égos au lieu de les mettre de côté et voir l'intérêt suprême du pays. Et je pense que c'est en train de venir, parce que nous constatons un peu un changement côté comportement. Et même, à travers les médias, il faut qu'on ait même des slogans, j'allais dire des slogans de guerre, parce qu'à l'heure actuelle, nous sommes en guerre. Et qui part en guerre doit préparer sa monture. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et la collecte de ce fonds-là, justement, va nous permettre de compenser certains déficits à quelque part. Et pourquoi pas même pour alimenter les vivres pour les FDS et même en matière d'armement. La prise en charge des VDP aussi. Et même les déplacés internes. Alors, donc, moi, je pense que c'est une bonne initiative à saluer. Et à l'heure actuelle, il faut que chacun se mette dans la tête qu'il doit être prêt au sacrifice nécessaire, en fait, pour la défense de la patrie. Parce que sans la patrie, nous ne sommes rien. Et ça part à partir de nos valeurs endogènes, effectivement, et qui doit refléter, en fait, notre culture. Un pays sans culture, et sans histoire, et sans référence. Alors, je pense que c'est déjà un grand pas pour vaincre vraiment ce fléau-là. Vous avez la même lecture? Oui, je pense que, comme on le dit, aujourd'hui, plus que jamais, nous devrons en tout cas aller tous unis. Et c'est bien que le chef de l'État le rappelle, pour montrer, d'abord, lui, il a montré déjà l'exemple, se disant, je ne prends pas mon paiement, du moins mon salaire de président, mais je garde mon salaire, en tout cas, d'officier, de capitaine. Ça montre effectivement à tous les niveaux que nous devrons en tout cas mettre la main dans la main pour effectivement arriver à changer de comportement et à être beaucoup plus solidaires dans cette lutte malheureusement qu'on nous oppose et que nous devrons coûte que coûte et forcément vaincre. Et je pense que le message est suffisamment clair. Mais quand tu regardes un peu également aussi le comportement des uns et des autres, on voit déjà que tout le monde est en train de comprendre que la situation est vraiment grave et qu'il faut se mettre vraiment la main dans la main pour y aller. Alors, des acteurs politiques ont mis en place un cadre de réflexion pour apporter leur contribution à la réussite du processus. Si je ne m'abuse, vous êtes membre de ce cadre de réflexion. Et une réunion a eu lieu justement jeudi dernier pour, ensemble, de manière coordonnée, faire des propositions allant dans ce sens. Quelles sont les conclusions auxquelles vous êtes parvenus à l'issue de vos échanges? Il faut dire que nous menons toujours la réflexion vis-à-vis de ce cadre de réflexion. Et ce n'était qu'une première rencontre pour quand même se donner des idées et voir dans quelle mesure nous pouvons développer des stratégies de soutien aux forces de défense et aux volontaires, pour quand même être à l'aise dans leur sortie pour la défense de la patrie. Alors, cette rencontre s'est basée principalement sur 2 points, notamment sur une déclaration, mais aussi justement la réflexion sur comment en fait nous pouvons faire pour venir en soutien à nos forces de défense. Donc c'est comme je l'ai dit, nous sommes toujours sur la réflexion et je pense qu'il faudrait être patient parce que bientôt les conclusions tomberont et puis bon, on vous fera savoir. Peut-être une dynamique d'aller vers une contribution, une collecte? Oui, effectivement, on en a parlé effectivement d'une collecte d'un certain montant. Bon, mais c'est comme je le dis, hein, il faut qu'on fasse tout cela dans une synergie commune et dans la compréhension des uns et des autres. Est-ce que tous les partis politiques sont conviés ou comment est-ce que la sélection s'opère?
Non, pour ça, tous les partis politiques sont conviés, et même pas seulement les partis politiques. Et toute personne qui se sentirait vraiment concernée sera la bienvenue. Parce que de toutes les façons, en fait, ici, il faut voir l'idée de venir en aide, en fait, à nos forces de défense qui sont en train de se donner âme et conscience, jour et nuit, pour vraiment défendre, en fait, la patrie. Et sur ça, effectivement, bon, nous avons aussi parlé de la manière de comment reconfigurer en fait la classe politique. Parce que jusque-là, la donne a changé. On ne peut plus parler d'ex-majorité, d'ex-opposition, parce qu'il y a eu un coup d'État. Et si je prends par exemple l'ex-majorité, en fait, c'était pour soutenir en fait le mandat de son Excellence Roch-Marc Christian Kaboré. Mais il n'est plus de pouvoir. Et moi, je pense que le régime actuel a intérêt à revoir ça. Et j'interpelle le MATD au passage par rapport à la procédure de comment il convoque en fait les partis politiques. Ici, on ne doit pas convoquer les partis politiques à travers une entité. Chaque parti politique est autonome. Et chacun veut voir dans quelle mesure et comment il peut venir contribuer à travers des idées, quoi que ce soit. Mais s'il faut passer par des entités, peut-être que l'idée ne sera pas relayée Est-ce que ces entités-là ne vont pas dans la dynamique d'une organisation? Parce que si il n'y a pas de regroupement d'organisation, est-ce que ce ne sera pas plus difficile à canaliser, justement? Justement, voilà pourquoi je n'avais pas fini l'idée, en fait, quand je disais que le gouvernement, justement, a intérêt à réorganiser ça. Parce que présentement, puisque vous êtes en train de composer avec une classe politique, quelque part, qui est déçue. Parce que vous êtes venus les exécuteurs du pouvoir. Et vous appelez encore l'ex-composante à discuter. Sur quelle base? Non, c'est les partis politiques, en fait, que vous voulez échanger afin de voir dans quelle mesure nous pouvons arriver à améliorer, en fait, la situation du pays. Donc, moi, personnellement, je ne suis pas pour cette procédure-là. Je suis un parti politique, je suis le leader d'un parti politique, et le parti est autonome, nous ne devons à personne, et il y a la loi justement de la Constitution, la loi 032 qui dit que tous les partis sont égaux, et ils ont les droits de mener leurs activités politiques. Donc pour vous, il faut impérativement réorganiser cette catégorisation des partis politiques. Il le faut. Et comment convoquer aussi ces partis politiques? Ça, c'est au MATDC d'adresser. C'est leur devoir. C'est leur devoir d'adresser des correspondants. Parce qu'ils ont la liste des partis politiques légalement reconnus là-bas. Pourquoi ne pas prendre cette liste-là et convoquer ces partis? Et ensemble, on va échanger. On espère donc que le message est passé du côté du MATD. On parle paix et sécurité au Burkina Faso avec la contribution des chefs coutumiers et traditionnels. On sait que le 30 septembre 2022, au temps fort de cette crise du second coup d'État, si on peut le dire ainsi, pour d'autres c'est une rectification, les leaders coutumiers ont joué un rôle important afin d'apaiser la tension pour que le pire soit évité. Thomas Bagamzare, vous êtes le Razang Naba, chef coutumier. Je suis convaincu que bien avant même le 30 septembre, les chefs coutumiers ont apporté beaucoup à la lutte contre l'insécurité au Burkina. Oui, merci de le rappeler. En effet, à chaque fois, comme je l'ai dit, la chefferie traditionnelle et les chefs coutumiers ont toujours joué un rôle fort et essentiel, en tout cas dans la vie, j'allais dire, sinon dans la marche de notre pays. Je ne reviendrai pas pour dire comment on a reconstitué finalement notre Burkina, mais je voudrais dire qu'à toute chose, le pouvoir moderne, à un certain moment donné, lorsqu'ils sont, j'allais dire, à bout de leur contradiction, ben, ils n'ont plus rien que se retourner finalement
vers la chefferie traditionnelle et coutumière et les religieux pour, en tout cas, gérer leurs différends. Je pense que c'est très bien, mais il faut que, comme j'ai même participé au colloque de la dernière fois sur la chefferie traditionnelle et la cohésion en temps donc d'insécurité, de crise. Et voilà. Donc tout cela montre finalement l'importance, en tout cas, j'allais dire en tout cas des chefs traditionnels et coutumiers dans les différents apports de la marche, en tout cas de notre pays. Et cela est très important. Mais seulement ce que je dois dire, c'est que lorsque, dans beaucoup de plateaux, quand on m'invite également aussi par rapport à ce sujet, j'ai jamais manqué finalement de dire que, c'est-à-dire que on veut le beurre et l'argent du beurre. Et on ne veut pas finalement que nous nous disons un certain nombre de vérités. Alors que c'est le manque souvent aussi de vérité au sommet même de l'État qui pose problème quelquefois. Lorsque on prend les chefs, on leur dit, voilà, nous sommes en temps de crise, vous devrez vous lever maintenant pour qu'ensemble nous puissions faire ceci ou cela. Je suis d'accord. Mais il faudrait que ça soit de façon constante et perpétuelle. Ça ne doit pas être finalement, quand on a besoin, on court, on vient, et quand on n'a pas besoin, on les laisse finalement en rebut, on ne s'occupe pas d'eux, on les ôte, j'allais dire, tout l'ensemble même de leurs attributs, comme tels, comme s'ils n'étaient pas finalement, en tout cas, j'allais dire, des leaders. C'est ça souvent aussi qui pose le problème. Parce que les chefs, ils ont assez vu. De 1960 à maintenant, ils ont suffisamment vu. Ils ont vu les différents régimes passés. Ils ont vu comment on les a, j'allais dire, martyrisés à la limite. Et je pense que ce n'est pas trop de dire que même maintenant, on continue à vouloir les utiliser. Si vous remarquez finalement le comportement, sinon l'organisation au niveau donc de la chefferie traditionnelle, c'est bien organisé avant même l'arrivée du colon. Mais aujourd'hui, on est arrivé avec de nouvelles lois. On dit non, 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 vous êtes des anciens, vous êtes des ceci. Et on a perdu justement toutes ces valeurs. Et aujourd'hui, on demande finalement, ah oui, mais quelle doit être votre contribution? Mais il y a toujours beaucoup à contribuer. Excusez-moi de vous couper. Lorsque vous parlez des valeurs des chefs coutumiers, est-ce que ce ne sont pas quelques-uns de ces chefs coutumiers justement qui ont prêté le flanc pour être objet d'utilisation? Parce qu'on voit, je fais référence à la politique et des chefs coutumiers. On a l'impression que chaque parti politique a ses chefs coutumiers, ce qui... peut-être que cela ne contribue pas à instaurer cette cohésion-là. Vous avez touché du doigt. C'est vrai que la politique politicienne en est bien entendu. Mais tout ça, c'est les frustrations. Parce que si vous rencontrez, et vous êtes journaliste, allez-y rencontrer un certain nombre de chefs, surtout les chefs importants, ils vous diront qu'ils n'ont même pas envie de faire de la politique. Mais ils sont des hommes politiques. Parce que si tu regardes l'organisation, au niveau donc de la chefferie, il y a finalement un certain nombre donc de... par exemple, il y a les chefs traditionnels, il y a les chefs coutumiers. Les chefs coutumiers s'occupent de tout ce qui est coutume, de tout ce qui est terre et tout ça. Les valeurs ancestrales. Il y a les chefs traditionnels qui s'occupent, si vous voulez, de la population, qui jouent un rôle politique. Vous voyez, moi je ne parle pas de rôle politique politicienne, mais ce sont les politiciens qui sont venus séparer et rentrer dedans et semer, j'allais dire, la graine de la discorde et de la mésentente. Et ça pose effectivement un problème. Donc, aujourd'hui, quand vous arrivez dans une administration, vous voulez parler, ou bien au niveau, par exemple, là, moi je suis un ancien maire. J'ai vu également aussi, avant peut-être même que je ne sois responsable traditionnel, mais j'avais une autre lecture. Mais dès lors que je suis dans les habits, et dans la position actuelle où je suis, moi je ne veux plus en faire de la politique politicienne, c'est-à-dire la politique partisane. Moi, pour moi, ça c'est fini, ça c'est révolu pour moi. Ce que je veux, c'est garder les différentes valeurs et contribuer également aussi au développement de mon pays. Et on peut.
Est-ce qu'on ne doit pas arriver à un moment où il faut totalement départir les chefs coutumiers traditionnels de la politique? Aucun chef n'est appelé à faire la politique. Non, le problème qui se pose, moi je vous ai dit que le chef en lui-même est un politique. Mais c'est la politique partisane qu'on doit finalement, on doit les départir de la politique partisane. Mais vu que c'est souvent difficile de faire... Ce n'est pas difficile du tout. La part des choses. Ce n'est pas difficile. C'est une question de volonté politique. La volonté politique, c'est quoi? Dans d'autres pays, ça se passe bien. Quand on va définir finalement, par exemple, un cadre dans lequel les chefs traditionnels et coutumiers peuvent, bien entendu, exercer dedans, je pense qu'il n'y a aucun problème. Mais il faut le faire avec les chefs coutumiers. Il faut le faire également aussi en leur donnant des responsabilités. C'est ça qui est important. Par exemple, moi j'ai eu à discuter avec quelqu'un qui a dit oui, mais vous les chefs coutumiers, puisqu'on voit toujours en mal, quand on nous voit avec nos attributs, avec la canne ou machin, on pense déjà finalement à un féticheur, on pense à ceci ou ça. Mais même ça, ce n'est pas si mauvais. Parce que quand vous prenez, vous prenez votre téléphone portable, qu'est-ce que vous lisez dedans? Tout ce qui se passe aux États-Unis, en un clic, vous vous rendez compte finalement que vous avez ça finalement à bout du nez. Mais chez nous aussi, dans le temps, il faut se dire que le livre qui est là posé là, ils avaient la possibilité, avec les valeurs traditionnelles et ancestrales et endogènes, de faire partir ce livre, ce monsieur Béré, s'il est à couper là, de Ouagadougou, moi je l'envoie le livre finalement à couper là. Donc on dématérialise quelque chose qui est matériel tout de suite, et on, comment vous appelez ça encore, je l'envoie, ça va partir aussi ici, je ne sais pas moi, par les ondes ou par les machins, ça arrive à couper là, et il est encore matérialisé et il reçoit finalement son livre. Si on a vu ça ici. Mais si on a ce potentiel-là, pourquoi on n'utilise pas? Mais pourquoi on va l'utiliser? Et pourquoi on ne l'utilise pas? Une bonne question. C'est justement parce que lorsque vous balkanisez, lorsque vous sémez la division, lorsque vous ne les considérez pas, lorsque vous êtes, comment dirais-je, source de division, parce qu'ils ont leur organisation, pourquoi ne pas les laisser continuer à s'organiser? La politique est venue, surtout partisane, elle est venue, et il y a des chefs, par exemple, qui ne devraient pas être intronisés, et qui n'avaient pas droit, mais compte tenu du fait qu'il est de tel parti, ou du moins tel parti politique est beaucoup plus fort avec le jeu de l'argent et de la corruption, on vient et on dit, si tu n'es pas chef, nous on va te dégommer, on mettra quelqu'un d'autre. Il y a eu finalement de la chefferie où on a suscité des candidatures. Par exemple, si vous prenez le cas qui est assez éloquent, c'est Fada. Et bien d'autres lieux où il y a deux chefs. Tu fais quoi avec? Celui qui est plus fort va aller avec certainement le parti au pouvoir, qui lui donne tout, qui a une belle maison, on va dire, ah, c'est lui le grand chef. L'autre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va également aussi aller s'allier avec, j'allais dire, soit l'opposition ou un autre parti, pour essayer donc de vivre avec les subsides. Et comme je l'ai dit, depuis 1970 jusqu'à maintenant, si vous voulez, vous pouvez prendre l'histoire. À quel moment on avait même tenté, on avait même dit que les chefs coutumiers ou les chefs traditionnels, il fallait les élire. On était arrivé à ça. Mais on a vu également aussi, finalement, la limite de cela. C'est-à-dire du pouvoir moderne. Finalement, les uns et les autres, au niveau donc, de la tradition, sont restés, en tout cas, fermes, sont restés stoïques. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, ils sont toujours là et ils apportent finalement, en tout cas, une sérénité à un certain moment donné dont tout semble être basculé pour revenir finalement à des valeurs nécessaires pour la conduite de notre On a vu le cas pour le 30 septembre. Alors, Michel Béré, la question, je pense qu'elle est assez pertinente. Peut-être que je n'ai pas eu réponse auprès de Thomas Bagamzaré. Je vous la pose. Est-ce qu'il n'y a pas lieu d'aller vers une loi qui interdit justement la politique politicienne dont il fait cas avec les chefs traditionnels? Et que tout chef qui est pris ou épinglé dans tout type d'accointance avec un parti politique ou qui soutient un parti autre, qui soit décoiffé. Est-ce qu'on ne doit pas aller vers des mesures assez fortes justement pour pouvoir préserver la neutralité de ces garants de la tradition là?
Effectivement, bon, j'ai aimé le fait que vous l'avez posé la question, vous lui avez posé la question premièrement, compte tenu du fait que c'est un chef coutumier. Et je ne suis pas tout à fait en désaccord avec ce qu'il dit, mais effectivement, il va falloir qu'on ait une certaine réorganisation de cette classe-là, parce que ce qu'il ne faut pas perdre de vue, mais avant tout, il faut reconnaître que cette classe politique occupe une partie très très importante dans la résolution des problèmes ici au Burkina Faso. C'est le socle même de la société du Burkina. Vous parlez de la chefferie traditionnelle la chefferie traditionnelle et coutumière. Alors, puisque c'est des gens qui servent de relais, de sensibilisation de la jeunesse pour éviter qu'ils dévient dans l'extrémisme et autres. Et dans beaucoup de choses, même en termes de dialogue, et quand il y a un problème, c'est un atout justement dans ce sens-là. Et ils organisent aussi la population. Mais tout compte fait, il faut reconnaître effectivement qu'il y a des dérives. Et il y a des chefs coutumiers qui sont manipulés, utilisés. Ils veulent être chefs même, comme il le disait tantôt, et ils n'ont même pas ce droit-là, parce qu'il y a des règles à suivre, des procédures. Il faut mériter, en fait. Et des gens qui n'ont pas ce mérite-là, et tout simplement parce que, bon, pour eux, il y a du, comme on le dit, entre griffes, il y a du gombo dedans. Bon, il faut se donner l'opportunité. Et c'est ça, en fait, qui amène justement ces problèmes. Sinon, si vous prenez l'histoire du Burkina, depuis le Moro Nabakoum qui a lutté, qui a été à la base même de la reconstitution du Burkina Faso, de la Haute-Volta, mais c'était avec du patriotisme et de l'intégrité. Ce sont ces chefs-là que nous avons besoin. Mais nous n'avons pas besoin des chefs qui sont là juste pour le nom et pour l'opportunisme. Il y en a. Ces chefs. Non, je le sais, il y en a effectivement, et j'en connais aussi. Et moi, je suis d'avis qu'il faut une réforme de cette classe politique, et quitte à lui donner une statue, en fait. Et cette statue-là, vous faites amalgame. Excusez-moi, effectivement, merci de me rappeler. La chefferie traditionnelle. De cette classe de la chefferie traditionnelle et coutumière. Et cette classe, effectivement, doit être régie de certaines règles. Parce qu'il faut reconnaître quand même que nous devons nous adapter, effectivement, à l'évolution aussi du monde. L'époque d'avant et l'époque d'aujourd'hui, c'est différent. Et l'être humain, quand il est dans un milieu, c'est en fonction de son vécu, il essaie de s'adapter et améliorer ses conditions de vie. Donc, nos chefs coutumiers aussi doivent se voir et mener une réflexion par rapport à ça. Et parce que nos problèmes ici, souvent, sont dus aussi à ce manque d'adaptation, en fait, du monde actuel. Et ça, il le faut. Et ça, il n'y a rien à faire. Mais vous savez, moi, je suis en partie d'accord avec lui sur la question que le monde évolue. Vous savez pourquoi, par exemple, aujourd'hui, quand vous prenez, par exemple, les pays asiatiques, les pays, finalement, j'allais dire, de Poutine, la Russie et tout ça, mais ils ne se laissent pas avaler par n'importe quel tout venant. C'est ça le problème. Ici, nous nous sommes fait avaler par du tout venant. Dans les radios, dans les télévisions, des hommes se marient avec des hommes, des femmes se marient avec des femmes. Vous avez vu ça où? Non, bon, ça, ce sont des valeurs qui sont très graves. C'est pas dans ce sens. Voilà, ça, ce sont des très graves. Mais je veux dire qu'en même temps, et quand vous prenez par exemple les Asiatiques, ils sont restés bloqués, fermés, et ils se sont développés à leur culture. Nous avons ouvert, et nous sommes, comme on le dit au niveau du Burkina, quand on dit qu'on est d'accord là, on est parti pour aller même exagérer. On refuse même de connaître nos valeurs. C'est toutes les choses qui nous envoient de l'extérieur que nous prenons pour dire « Ah, maintenant c'est la démocratie, hein, on est des hommes libres, hein, ce n'est plus comme avant. Hein. » Non, ça ne doit pas être comme ça justement. Et quand vous dites de nous organiser, je vous ai dit, prenez l'histoire de 1960 à maintenant, un peu plus. Comment la chefferie a eu comme difficulté.
qu'est-ce qu'on ne les a pas amenés à faire? Dans un premier temps, on a dit il faut même plus porter même le bonnet. Ensuite, il faut passer à des élections. Ensuite, si ça ne va pas, on suscite. Tout ça aussi, c'est venu à travers finalement la politique politicienne. Donc, d'accord, nous avons besoin d'un statut. Je pense que c'est important et tous les chefs, comme je vous ai dit, si vous rencontrez n'importe quel vrai chef, vous allez trouver effectivement qu'il a besoin qu'on s'organise, qu'on revienne à nos valeurs et qu'il n'y ait plus à s'ingérer dans la politique partisane, mais pas dans la politique comme telle. Parce que nous sommes déjà aussi des hommes politiques. Et pour moi, le politique n'a rien à voir avec la politique partisane, la politique de clan ou de parti politique. Et mieux, on vient encore nous acculturer avec cette question de démocratie. La démocratie, pour moi, c'est un fin de parcours. Ce n'est pas un début de parcours. Donc, nous ne sommes pas encore arrivés d'abord aux moitiés du chemin. Il ne faut pas qu'on se leurre, il ne faut pas qu'on se flatte pour dire oui, c'est la démocratie, c'est l'heure de maintenant là. Comme je vous ai dit, il y a toujours des exemples sur lesquels nous pouvons prendre et qu'on peut s'appuyer. Vous prenez les pays asiatiques, ils sont restés fermés, ils se sont développés. Et je crois que l'Occident aujourd'hui ne veut plus laisser encore, ils veulent recoloniser encore une deuxième fois, j'allais dire en tout cas l'Afrique. Parce qu'ils sont venus nous sortir de ce que nous avons comme essentiel. Je vous prenais l'exemple finalement du portable. Mais nous avons des gens en son temps qui peuvent te faire amener le maïs à Koudougou. Si nous on peut effectivement, à partir d'un clic, j'envoie finalement une tonne de riz ou un sac de riz pour te donner à Koudougou. Est-ce qu'on a besoin de transport? Est-ce que nous avons besoin de transport pour envoyer finalement et se faire attaquer finalement par ceci? Est-ce que ces gens-là existent toujours? Est-ce que cette pratique-là... Vous savez, ça ne peut pas disparaître comme ça. Dieu est Dieu. Et c'est le seul Dieu. Il soit finalement vous soyez de telle ou telle religion, Dieu est Dieu. Et Dieu a donné les moyens à l'homme de pouvoir se développer. Et il a donné également aussi à l'homme la capacité de résilience et de transformation. Donc, justement, on nous a mis dans notre tête que nous n'avons plus ces hommes-là. Mais ces hommes existent toujours. Parce qu'il y a les valeurs qui sont là et les valeurs ancestrales sont toujours là. Et ça existe. Mais maintenant, compte tenu du fait qu'ils ont été assez fins et ils ont injecté le virus de la division, comment dirais-je, qui nous est amené, surtout avec les religions révélées et autres. De l'individualisme. Mais c'est ça. Mais sinon, nous savons que nous avons besoin d'une organisation et on peut s'organiser, mais on peut s'organiser avec également aussi, j'allais dire, la classe politique, avec l'État. Parce que c'est ça aussi le problème. Si vous prenez l'ancien temps, mais ils étaient organisés, la chefferie traditionnelle avait organisé leur manière de vivre. Et l'État même, j'allais dire, prend même exemple à partir d'eux. Vous voyez, un étranger ne peut même pas venir rentrer dans le pays sans qu'on le sache. Aujourd'hui, nous avons les grands moyens pour identifier les uns et les autres. Mais nous sommes toujours poreux. Alors que si on s'appuie sur nos valeurs ancestrales, sur les chefs coutumiers, c'est vrai que ce qu'il dit, et également aussi vrai qu'il y a un certain nombre de chefs, et il faut vraiment mettre de l'ordre. Parce que je peux vous donner des exemples où, par exemple, moi j'ai été intronisé chef pour être à côté et pour apporter également aussi ma contribution pour aider le chef, c'est-à-dire celui qui m'a intronisé comment dirais-je, à donner davantage plus de cohésion, à montrer le vivre ensemble. Mais il y a d'autres qui veulent tout simplement utiliser et qui sont même utilisés par les politiques partisans. Si c'est les politiques partisans qui les utilisent, il y en a d'autres même partis, quand ils vont finalement, puisqu'ils savent la valeur et le rang et le respect finalement dû à un chef et ce qu'il joue dans la société, il y en a d'autres partis qui mettent, quand ils vont dans une réunion, dans une salle là, eh bien, ils mettent des machins, ils achètent les bonnets, on vient, on distribue les gens. Mais nous allons les attaquer également aussi pour ça. Parce que c'est eux également aussi qui contribuent à dénaturer finalement la chefferie traditionnelle. Et ça, il faut qu'ils sachent que nous sommes tous responsables par rapport à cette question. Surtout au niveau donc des partis. Ils donnent les bonnets, hein.
on te donne le bonnet de 2000 francs. Il y a un chef même qui, justement, lui aussi, bien malin, il a été intronisé, un petit chef de machin. Alors, il met 10 dans son sac. Quand il va finalement à une réunion, j'allais dire de parti politique, il appelle les jeunes, il les coiffe, il entre, à la sortie, ils prennent 5 000, lui il prend les 5 000, il leur remet 2 000 ou 1 000, et lui il empoche. Il a vu que ça ne suffisait pas, il a même, pour ne pas rentrer, il enlève même son propre bonnet, pour lequel on l'a intronisé, donné à un petit, et le petit, quand il est ressorti, il a dit, tu ne touches plus encore, c'est moi maintenant le chef. Donc lui-même, il n'a même pas de bonnet. Ça se passe aujourd'hui et maintenant. Et donc ce sont des questions sur lesquelles je pense que le Moro Naba et bien d'autres grands chefs ici, les rois, sont en train donc de prendre donc des décisions dans ce sens pour que ça puisse s'arrêter. Mais il faut que ce soit aussi avec les politiciens. On peut vous appeler comme ça des politiciens. Parce que le politicien, c'est pas le politique. Mais justement, si vous permettez, je voulais rebondir un peu. Très rapidement. Voilà, parce que effectivement, les détails qu'il a donnés m'amènent effectivement à être d'accord avec nous par rapport à la loi. Parce que si effectivement, à cette loi-là, que les chefs coutumiers restent à leur place et laisser les politiques faire leur travail de côté. Et voilà pourquoi il y a ces amalgames jusqu'à amener des gens qui vont payer des bonnets, qui vont furtivement représenter des chefs coutumiers qu'il ne faut pas, en gâtant leur image. Et tout ça, c'est parce qu'on les laisse se mélanger avec le politique. Mais on ne dit pas, quand je parle de politique aussi, tout chef coutumier, il y a une certaine politique, parce que quand on a une gestion d'une population en main, il faut forcément faire de la politique. Mais jusqu'à aller s'afficher avec un parti politique pour les aider dans leur campagne et être même à l'Assemblée, bon, tout ça, ça doit être arrêté à travers une loi. Alors, et juste clarifier quelque chose quand je parlais d'adaptation, en fait, sur le contexte là. Vous êtes allé un peu loin parce que ce n'est pas dans ce sens-là, parce que en tant qu'Africains, effectivement, bon, il faut garder nos valeurs et c'est ça qui nous unit en fait. Et c'est parce qu'on est en train de perdre ça, voilà, qu'on a tous ces problèmes-là. Mais là, je voulais, par exemple, parler de la collaboration avec le système moderne. Parce que ça, ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils s'adaptent, parce que c'est évolutif. Et ça, ça rentre dans le cadre de l'organisation. C'est pas une contradiction, hein. Mais je voulais lui dire qu'aujourd'hui, il connaît pas mal de chefs coutumiers et traditionnels qui sont des grands intellectuels dans ce pays, qui savent finalement ce que vous disiez. Nous savons comment nous allons faire finalement pour nous organiser. Mais ceux qui ne veulent pas qu'on s'organise là, c'est les politiciens. Okay. C'est eux qui divisent. Merci, en réalité. Thomas Bagamzare. Le débat, il faut même m'appeler maintenant Thomas Bagamzare. D'accord, merci Razak Naba et le Mwende de Boudri. Merci également à Michel Béré. Nous sommes au terme de ce plateau qui était consacré au 11 décembre, mais également à la contribution des chefs coutumiers à la résolution de la crise sécuritaire et au retour de la cohésion sociale. Merci pour votre attention et très bonne suite sur Burkina Info.